Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec du classique, un petit truc sur le sorceleur, on est un petit peu dans l'époque, et un ouvrage très intéressant sur la ville de Carthage, et un personnage historique assez particulier dont on n'a pas trop entendu parler. Et on commence tout de suite. Avant de commencer, je vous mets juste les dates de septembre. Octobre, je vous les donnerai sûrement en août. Vrai aux fleurs d'or, qui est un conte à destination des petits et des grands, fabriqué en France, est disponible en précommande avec une sortie prévue le 16 août. Je voulais simplement vous rappeler que toute commande où la forêt aux fleurs d'or serait présente dans le panier, ce ne sera envoyé qu'à cette époque-ci, c'est-à-dire que si vous commandez une couronne ou une gardienne ou un objet maudit avec une forêt aux fleurs d'or, ils seront envoyés qu'en août, voilà. Pour des questions de budget et des questions aussi écologiques, je ne suis pas pour envoyer 36 colis à des dates différentes à la même personne. Et sur ce, on commence la vidéo. Et si on commençait par le petit classique littéraire que j'ai déjà lu, hein, dans mes souvenirs. Moi j'en ai lu une bonne partie et ce dans la période du collège au lycée. J'ai malheureusement pas pris le cours qui en parlait à la fac parce que j'ai préféré choisir Tolkien, voilà, j'ai choisi Tolkien face aux récits fantastiques. Je parle des récits fantastiques de Maupassant dans ces très très belles éditions chez Bragelonne, qui sont des éditions en hardback assez jolies, donc moi j'ai Poe et Frankenstein, mais ils ont sorti aussi Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai 36 éditions d'Alice au Pays des Merveilles, Le Tour du Monde et Arsène Lupin, c'est des textes que j'avais déjà lu. J'espère que vous m'en voudrez pas pour la voix, mais la Japan Tour, je suis revenue malade et je sais pas si c'est d'avoir trop crié, mais j'ai l'impression d'avoir couvé quelque chose de pas très très sain, voilà, et c'est un récit donc qui est un recueil de nouvelles. Maupassant, si on parle toujours du fait qu'en France on n'a pas d'auteur horrifique majeur, pour moi, s'il y en a un qui a un peu marqué, c'est Maupassant, dans le sens que c'est un des rares auteurs de cette époque à avoir écrit du fantastique horrifique. Alors bien sûr, il y a des autres auteurs comme Barbé d'Aurevilly qui a installé aussi des ambiances un peu terrible, à des moments voilà, où il y a de la tension, où c'est dans le brouillard, on sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu Maupassant qui est le daron de tout ça. Et c'est vrai que les récits fantastiques, moi je le recommande parce que c'est un recueil de textes qui est facile à lire, et notamment si vous avez des ados, ça se lit tout à fait au collège, parce que c'est du fantastique. Alors la définition du fantastique à l'époque, et c'est toujours la définition du fantastique, c'est le surgissement du surnaturel dans une période, dans une époque, dans un moment qui est un moment réel. Souvent, ce déclic du surnaturel, il est lié un petit peu à l'horreur, surtout à l'époque, parce qu'on va beaucoup jouer sur, on va dire, la mort, les concepts scientifiques qui ne sont pas expliqués. Je prends tout à fait l'exemple du Horla, avec cette chose qui apparaît, qui va totalement bouleverser le personnage principal, mais aussi l'univers. Souvent dans le fantastique de cette époque, on ne sait jamais si le personnage, le narrateur, est en train d'halluciner ou pas. Voilà, c'est quelque chose qui est assez repris chez Lovecraft, qui est repris aussi chez Poe. Souvent il y a cette incertitude derrière. Et donc dans ces textes-ci, vous avez le texte du Horla, hein, donc j'ai pas besoin de vous le présenter, mais on a des très très grands classiques avec des textes qui sont un petit peu moins communs. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'on retrouve beaucoup de mythes fondateurs, un petit peu de l'horreur. Je prends par exemple La Main dans le texte, qui est un texte aussi assez important de Maupassant, qui est cet exemple. Alors on va faire court dans Harry Potter, vous savez, dans le premier, quand la main va saisir le poignet d'Harry, on a cette main qui est quasiment en vie et là qui apporte la mort, et c'est un thème qui est assez récurrent, c'est un thème qui fait partie maintenant un peu de l'ésotérisme et que Maupassant a sûrement découvert dans des lectures. Maupassant, c'est le début un petit peu de l'étude de l'ésotérisme, ou du moins de toutes les croyances dans l'au-delà et ce genre de choses, des expériences qui ont été faites. Et ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage, c'est que y a pas de traduction particulière dans le sens que c'est un texte français, mais on a des versions différentes d'histoires comme La Main, La Nuit, voilà, où vous allez avoir le même schéma mais avec des histoires différentes, et c'est assez intéressant de voir les premiers jets et ce que ça a donné un petit peu après. C'est qu'elles sont toujours illustrées dans les en-têtes de chapitres. Alors, après, c'est compliqué de dire on aime, on critique pas un auteur aussi majeur de la littérature, mais il faut savoir que si vous êtes amateur d'horreur, si vous êtes amateur de choses sanglantes et ce genre de
bail, c'est pas du tout ça que vous allez trouver dedans. C'est du fantastique du 19e siècle avec les craintes de son époque, ça relève des soucis de société de cette époque. C'est aussi un roman qui comporte du racisme, faut dire ce qui est, des nouvelles où c'est présent, où voilà, on a des termes empruntés de l'époque qui ne sont plus du tout admis maintenant, et surtout on a des thématiques qui sont pas très 2023, notamment on a des comparaisons avec un singe, aussi plein de questionnements sur la science et le progrès. C'est un livre qui est vraiment témoin de son époque, témoin des craintes d'une époque et du point de vue bien blanc de Maupassant de cette époque-ci. Donc voilà, ça peut vous choquer un petit peu sur le portrait des femmes, sur le portrait des personnes racisées. C'est l'époque et c'est des livres qui ne sont pas censurés. À mon sens, il faut pas les censurer parce que c'est les témoins aussi d'une époque qui était raciste. Et malheureusement, vous avez bien vu l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines, ça n'a pas tellement changé. Si vous avez envie de découvrir un peu le maître du fantastique en France, voilà, cette édition est assez sympa, très jolie en bibliothèque. Bon, elle coûte un certain prix, 20€, sachant que vous pouvez la trouver à beaucoup moins cher. Après, c'est est-ce que vous voulez un beau livre ou est-ce que vous voulez juste le texte? Mais j'étais très contente de les redécouvrir parce que je sais que je les ai lus, mais il y en avait certaines que j'avais totalement oubliées. Autre livre, autre ambiance, mais autre hardback, je vous présente un livre que j'ai beaucoup aimé, alors mais en même temps je suis une fan de la saga. C'est le Manuel du sorceleur de Andrzej Sapkowski, donc l'auteur, mais surtout de Alain Tipuy-Ségur, dont je vous ai déjà présenté le travail parce qu'il a fait un livre sur Lovecraft. Il me semble que j'ai aussi un livre sur The Witcher de lui. Avec tout ce que j'ai lu sur le Witcher, on oublie à la fin. On est sur un joli petit livre alors qui est à 30€, donc assez cher pour la taille du format en hardback. Faut dire ce qui est, je dois le dire tout de suite, je trouve que Brajon a vraiment augmenté ses prix de façon très cher pour les textes. C'est quelque chose que je vais prendre l'habitude maintenant de vous dire quand je trouve qu'un texte est très cher par rapport à son lieu d'impression, par rapport à son format, par rapport à la qualité. Voilà, parce qu'il y a des moments, ça va être abordé dans une vidéo que je vais tourner très prochainement, mais que vous aurez en août, sur un livre où je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est. Donc là, voilà, on est sur 30 balles. C'est un prix, voilà, c'est un prix, mais le livre est assez joli et je vous dis pourquoi ça vaut le coup, en fait, si vous êtes amateur d'illustration. Parce que le format est beau et petit, le livre est très travaillé et moi j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations de Mathilde Marlot, que j'ai vraiment adoré parce que c'est d'une finesse dans le texte. Je vais essayer de vous montrer quand il y a des créatures. Elles doivent être à la fin, voilà. Mais c'est extrêmement illustré, la mise en page est très belle, j'aime beaucoup l'esthétique, avec ce côté un peu carnet d'exploration, carnet scientifique, journal de bord. C'est un livre qui est très travaillé, voilà, avec des polices différentes. Alors ce bouquin, j'ai adoré, pourquoi parce que c'est bien pensé pour vous faire lire un manuel sans que ça soit chiant à lire. Je m'explique. En fait, c'est pas juste un manuel où on va vous dire alors il y a telle créature, il y a telle créature. Il y a une mini-histoire dedans. On va sur l'histoire d'un sorceleur avant la chute de Kermoren, donc avant la grande attaque qui a sévi là où Geralt a grandi, là où Vesemir lui a enseigné, vous savez, l'endroit où les sorceleurs, ce type de sorceleur, parce qu'il y a plusieurs écoles qui se trouvent là, a été attaqué, à suivre un sorceleur qui a été blessé par un basilic, qui a été empoisonné et qui est en train de se reposer. Je ne sais plus où, mais il me semble que c'est dans un lieu qu'on a déjà visité, je crois que c'est le lieu du savoir, là où il y a des gens assez importants. Donc vous avez ces pensées, ce personnage qu'on apprend à suivre et dont on s'attache forcément, qui parle de ses collègues, qui parle voilà, de ses préoccupations, et en parallèle vous avez donc ses notes, parce qu'il est là en fait pour transmettre le savoir sorceleur, il est là pour établir, donc ça va être autant les lieux, la formation de sorceleur, comment ça se passe. Pour ceux qui ont lu le sorceleur, vous allez rien apprendre de très particulier, même si on développe un peu tout ce qui est créature, on vous rappelle, c'est un peu comme un bestiaire. Les lieux importants, les créatures, toutes les potions utilisées, à quoi ça sert, et les risques qu'elles ont sur les humains, et les risques qu'elles ont sur les sorceleurs, les sorts, les difficultés des sorts. C'est vraiment un guide complet en fait sur comment devenir un petit sorceleur, voilà. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que si c'était simplement un bestiaire, je me serais dit bon, c'est un truc un peu sympa comme ça, mais le fait qu'il y a une histoire derrière, qu'il y a des lettres, que ça s'inscrit réellement comme une œuvre qui serait disponible à la bibliothèque d'Oxenfurt, je trouve que c'est bien pensé, voilà, c'est bien pensé, c'est un très bel ouvrage. Voilà, 30€ c'est cher, mais
Ça me paraît pas si illogique que ça avec le travail sur les illustrations, le travail du hardback même si c'est imprimé à l'étranger, et le travail sur la licence parce que je pense aussi que y a des droits qui sont payés sur la licence forcément Witcher, mais pour les fans c'est assez chouette, vous allez redécouvrir l'univers. Pour les gens qui sont pas forcément intéressés de lire le sorceleur mais qui aiment la série ou les jeux vidéo, ça va vous permettre de rebalayer un petit peu tout ça. Moi j'ai adoré tout le truc avec les potions parce qu'il y a des petits schémas, ça vous explique. Voilà, c'est vraiment pour les fans, c'est vraiment un livre même pour faire un cadeau, voilà, pour un anniversaire, pour une fête, pour n'importe où, pour Noël. Je trouve que c'est une bonne idée pour faire des petits cadeaux à un fan de sorceleur, mais je trouve que le livre est très réussi dans ce qu'il propose, est assez triste et s'inscrit bien du genre on y croit que c'est dans le Witcher. Je trouve que c'est bien fait et moi j'ai été convaincue, ça a été une très très bonne lecture, j'ai adoré, je l'ai lu en une matinée, tellement je n'ai fait que ça, mais du genre j'étais posée et j'étais en mode je lis, c'est tellement intéressant que voilà, ça m'a totalement emportée et j'étais très contente de retrouver un peu tous mes sorceleurs, voilà, dans la panade malheureusement, mais c'était un très très bon ouvrage. Je vous présente un texte que j'ai lu en avant-première dans le sens qu'on me l'a pas envoyé, mais je l'ai acheté à Westurland et il était en avant-première à Westurland et je l'ai lu aux Imaginales. Voilà, je l'ai lu pendant les Imaginales. Donc c'est Imils de Emmanuelle Chastelière que j'ai beaucoup aimé comme texte. Même si c'était pas un coup de cœur, ça a été une très très bonne lecture parce que ça a simplement pas été un coup de cœur parce que je pensais que ça allait être plus épique et plus grandiloquent, plus combatif que ça. C'est l'histoire donc un peu originale d'une femme dont on a très très peu de traces écrites. Voilà, c'est une réinterprétation historique, même s'il y a beaucoup de recherches sur l'époque et ça se voit et l'auteur le souligne beaucoup. C'est l'histoire de la femme d'Hannibal. Alors Hannibal, pas celui qui mangeait des gens, mais celui qui, à dos d'éléphant, a traversé les Alpes ou les Pyrénées, je ne sais plus, je suis très mauvaise en géographie, j'ai un doute, pour aller taper les Romains. Voilà, parce que les Romains à l'époque c'était un peu des conquistadors, voilà, de toute la Méditerranée. Donc c'est un texte qui va se situer beaucoup dans la partie nord-africaine. On va parler en grande partie de Carthage. On va donc suivre cette petite jeune femme un peu rebelle au début du texte qui va se retrouver à devoir épouser Hannibal un peu contre sa volonté parce que c'est son père qui la force à le faire. C'est particulier parce que Hannibal, c'est sa famille colonisée, on va dire, son territoire. Donc son père se retrouve un peu comme un seigneur, on va dire, d'Hannibal, et elle est offerte à ce seigneur. Imils, en fait, je vais déjà le dire tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier. Ce que j'ai adoré dans ce texte, c'est qu'il y a vachement de représentation, déjà, parce que c'est un personnage féminin conçu à une époque antique, voilà, qui est assez intéressant, mais surtout le personnage est handicapé et c'est très rare. Imils, ça va se blesser dès le début du texte. Il y a une scène assez horrible, hein, c'est un texte où il y a des scènes assez horribles, où en fait elle va avoir un problème à la cheville, ce qui fait qu'elle boite dans tout le texte, donc ça c'était super positif. Mais on va retrouver cette petite jeune femme qui va aimer en fait Hannibal d'une certaine manière, hein, voilà, elle l'admire, elle l'aime, mais le mec va la planter dans le sens que il va lui dire bon chéri, tu vas à Carthage, tu vas rejoindre ma mère et mes sœurs, voilà, pour tenir la ville, pendant que moi je vais aller faire la guerre. Sauf qu'en fait c'était pas trop ce qu'il lui avait promis et elle voulait partir avec lui. Donc c'est une histoire d'une petite nana qui va se retrouver dans une ville qu'elle connaît pas, une ville qui est son colonisateur. Voilà, il y a toute une réflexion là-dessus qui est assez chouette. Et qui va se retrouver embrigadée dans des jeux politiques. Je vais pas trop vous en dire sur l'histoire, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup plu parce que je pensais... Alors, c'est hyper positif parce que je trouve ça culotté que l'auteur a mis tant en avant des questions fondamentales sur le droit des femmes. Voilà. Imils, c'est un livre qui est féministe à mon sens, dans le sens où on va aborder notamment donc la puissance des femmes, le fait qu'elles peuvent devenir des femmes d'État, des femmes réfléchies et tout ça, mais on va parler aussi du droit de disposer de son corps et de l'avortement dans le texte. Et c'est une thématique qu'on voit assez peu aborder de la part d'un écrivain masculin, et je trouve qu'elle est plutôt bien faite et le message est très positif. C'est un texte donc qui va vous raconter cette histoire de vie avec pas mal de rebondissements, d'effets. Il y a une très belle romance dans le texte qui est assez réussie, assez touchante. C'est un texte qui va mélanger politique mais aussi expérience de vie, du moins introspection du personnage principal qui va se poser plein de questions. Imils, elle est hyper attachante, vraiment je trouve qu'elle est hyper attachante
attachante parce que elle est ni trop sympathique ni trop méchante, dans le sens que c'est une nana qui se retrouve perdue au milieu de la fosse aux lions et qui essaye de se débrouiller, et en même temps elle a pas été préparée à ça, et elle est dans une... même si c'est la femme d'Hannibal, c'est plutôt la mère douanière qui a de la force, et que cette famille, moi j'ai vraiment aimé le fait qu'elle doit se poser des questions sur son rapport à cette famille qui a écrasé la sienne, voilà, d'une certaine manière, de renoncer à son héritage. Il y a sa relation avec son père qui est compliquée. Il y a des gros cliffhangers dans le texte. J'ai été plutôt convaincue, moi, par la première partie. La toute fin, avec les combats et tout, un petit peu moins. Voilà, j'ai un peu plus décroché là, notamment parce que je trouvais que c'était pas assez épique et que c'était très précipité. En fait, on voit que ça se précipitait à la fin. Mais j'ai aimé, en fait, le contexte historique, le développement sur Carthage. Déjà, parce que Carthage, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pas une ville qui est très mise en avant. Mais on y croit, en fait. On y croit sur comment c'est organisé, sur les politiques de chacun, sur les costumes et tout ça. Ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que si vous cherchez un récit belliqueux et épique, comme je m'attendais un petit peu au début, c'est pas forcément là où ça va se passer. C'est-à-dire que la fin est moins épique que je ne pensais. Vous n'allez aucunement suivre l'attaque de Hannibal, c'est-à-dire que vraiment on est le point de vue de cette jeune femme. Donc voilà, c'est plus posé, c'est plus calme, c'est plus dans le complot. Il y a des moments de l'histoire où il y a des passages où j'étais moins convaincue, notamment sur le fait qu'elle sauve une petite fille à un moment. Voilà, j'étais moins convaincue que ça, même si ça sert à la narration. Voilà, j'aurais préféré qu'on rentre un peu plus dans le cœur du sujet. Mais j'ai aimé en fait le côté tragique et les sentiments humains qui sont travaillés dans le texte. Vraiment, ça a été une très très bonne lecture. Voilà, comme je vous dis, ça n'a pas été un coup de cœur dans le sens que la deuxième partie n'a pas atteint forcément mes objectifs de lecture, dans le sens que je voulais quelque chose d'épique, qui m'emballe et tout ça, et c'est plutôt posé, calme, et que parfois c'était un peu trop romantique à mon goût, mais ça c'est mes goûts personnels. Mais c'est vraiment un livre à découvrir, notamment si vous aimez l'histoire, si vous voulez lire quelque chose d'original, quelque chose qui est engagé, sympa à lire, et vous allez apprendre des petites choses, voilà, sur cette période-ci, avec un personnage qui est très chouette et pas trop casse-pied à suivre. Je vous conseille Imis, qui est vraiment une très très bonne lecture. Et voilà, moi Emmanuelle Chastelière, j'aime bien la plume, donc ça se lit très très bien. C'est fluide, c'est beau, il y a du vocabulaire. Et il y a son petit lot aussi de scènes un peu choquantes dans le texte. Pas choquantes dans le sens qu'on va découper des bides, mais choquantes un peu plus dans l'éthique ou ce genre de choses. Voilà, il y a des scènes assez tragiques, mais je vous le conseille énormément. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres. Moi, je vais aller voir la chronique de Cornelius sur Emils. J'ai vu qu'elle était sortie hier quand je filme la vidéo, donc je vais voir un peu parce que je veux pas trop m'influencer. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.